Bonjour, je suis heureux de rencontrer aujourd'hui, pour la première fois, le professeur Jean-François Boudet qui est à l'origine de la publication de ce livre que vous allez voir sur votre écran, Justice française et génocide des Tutsis au Rwanda. Bonjour monsieur le professeur. C'est un ouvrage particulièrement important, non pas à cause de sa pagination, mais pour la qualité des travaux qui le composent. Ce sont des travaux que vous avez coordonnés. Quand vous est venue et comment vous est venue cette idée et comment avez-vous procédé ? Merci beaucoup d'abord de m'inviter. Alors pour répondre à votre question, elle est assez simple, c'est que pour des raisons personnelles et familiales, je connais un peu le Rwanda puisque mon épouse est rwandaise et mon fils l'est aussi. Et il y a une dizaine d'années, j'ai été vivre pendant 2 années au Rwanda et donc j'ai pu voir, on va dire in vivo, ce qu'était le Rwanda, sa construction après le génocide, ce qu'on appelle d'une certaine manière la résilience rwandaise, même si le mot peut être galvaudé, et en même temps de voir un autre regard, celui d'un Européen et en Europe, de voir en fait comment ce génocide est apprécié, est entendu avec, toujours pareil, mais en particulier en France, des mots qui sont employés du style génocide rwandais, double génocide, génocide présumé, perpétré, en tout cas des mots qui me semblaient un peu injustes par rapport, en termes de qualification, par rapport à ce que les Rwandais ont pu vivre en 1994. Donc le projet est venu ici, dans ce temps-là, et en même temps, puisque je suis juriste, eh bien, je trouvais intéressant, c'est de pouvoir interroger comment et pourquoi la justice intervient par rapport à ce génocide, notamment la justice française. Alors revenons un peu en arrière sur le génocide en question, génocide des Tutsis. Est-ce que vous pouvez, pour nos téléspectateurs, qui peut-être n'étaient déjà pas nés à cette époque, dire exactement ce qui s'est passé ? Enfin, c'est assez simple et en même temps dramatique de le dire comme tel. C'est 100 jours et pendant 100 jours, on arrive à 8000 morts par jour. Donc en définitive… Dans un petit pays. Dans un petit pays, au centre de l'Afrique, des Grands Lacs. Et si je donne ces chiffres-là, chiffres aujourd'hui officiels, ceux de l'ONU, donc on peut aussi éventuellement les monter, puisque d'autres parlent d'1 million de morts au total. Mais c'est dire aussi qu'on a une véritable, et encore une fois, le mot peut être injuste, une véritable performance de l'État, de l'entreprise étatique, puisque ce génocide a été perpétré contre une partie de la population, les Tutsis, mais en tout cas s'est mis en place en fait depuis un certain temps, et en tout cas depuis au moins la décolonisation, si ce n'est avant. Mais exactement, est-ce que c'est un contexte qui a favorisé quels étaient les prolégomènes de cette affaire ? C'est un ensemble, mais qui est lié à la fois, enfin qui est d'abord lié, on peut dire, à la colonisation, puisqu'il faut savoir qu'en 1931, les Belges avaient institué déjà une distinction entre, j'aime pas le mot ethnique, mais entre catégories professionnelles. Une sorte de passeport ethnique, c'est ça ? C'était sur la carte d'identité. Sur la carte d'identité, vous aviez soit le terme Hutu, soit le terme Tutsi, soit le terme Twa. Donc les 3 catégories socio-professionnelles au Rwanda, qui vivaient d'une même culture et d'une même langue. Ils vivaient globalement bien sous un ancien régime. Et ici, les Belges ont décidé d'institutionnaliser cela, ce que les Allemands avaient fait avant 1923 de fait, mais en tout cas 1931 c'est clairement admis sur les pièces d'identité, et l'idée c'est de jouer, à tort ou à raison, mais de jouer en fait sur cette concurrence entre catégories socio-professionnelles pour garder le pouvoir, et en particulier pour se servir du Rwanda comme le bras armé ou la base secondaire en fait, du Congo voisin, du Zaïre, pour une autre époque riche de ses ressources naturelles. Donc c'était un peu cette idée-là. Et cette haine contre les Tutsis, d'où vient-elle ? C'est une haine qui a été fondamentalement, ça je pense clairement, qui a été mise en place ou qui a été développée par un jeu de pouvoir, mais encore une fois institutionnalisé par le colonisateur, puisqu'il jouait tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, tantôt sur les Hutus, tantôt sur les Tutsis. Pourquoi faire ? Pour prendre le pouvoir et asseoir son pouvoir et son autorité. Par exemple, à l'école, le Tutsi, à un certain moment,
étaient amenés à se lever pour dire « oui, oui, je suis Tutsi ». Et puis, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ils ne pouvaient pas accéder à la classe supérieure, à l'université, etc. C'était un fait, c'était comme ça. Et d'une certaine manière, il n'y avait pas à discuter cela. Bon, vous imaginez bien qu'à un moment donné, sur le plan psychologique, psychanalytique, etc., il y a une certaine frustration qui a monté d'un côté comme de l'autre. Et donc, le pouvoir colonisateur a utilisé, en définitive, les deux parties au cas d'espèce, Hutu, Tutsi, pour asseoir son pouvoir. Quels étaient, à l'époque, est-ce qu'il y a eu des signes annonciateurs de ce qui allait se passer? Oui, bien évidemment. Si on regarde en fait dans l'histoire rwandaise, il y a un certain nombre d'époques. Alors il suffit de regarder, déjà dans les années 60, 61, on peut regarder aussi les années 70, il y a encore déjà des massacres ici et là, de telle sorte aussi qu'un certain nombre de Tutsis sont amenés à se réfugier dans les pays limitrophes, notamment en Ouganda ou au Congo, pas seulement. Et puis après, on voit déjà des expériences post-génocidaire, le mot est employé par un certain nombre d'auteurs, notamment en 1992, où là, en 1992, on massacre en masse, sur un territoire particulier, les Tutsis. Et donc, on voit, c'est pour ça que j'emploie ce mot d'expérimentation, d'expérience, on voit en fait comment fonctionne, ou comment pourrait fonctionner ce massacre. Mais ce genre de massacre impliquait combien de victimes? On était sur 300, 400 personnes. Et là, la communauté internationale n'est pas intervenue, n'a pas... Officiellement non, en tout cas publiquement non. On a un ensemble d'organismes, notamment liés aux droits de l'homme, qui eux étaient au courant. On a un ensemble de journalistes qui sont intervenus, qui ont écrit dans les médias, qui ont, y compris vers l'ancienne autorité de colonisatrice, la Belgique. La Belgique était au courant, la France a été mise au courant puisqu'elle avait un certain nombre d'intérêts au Rwanda. Et les autorités politiques ne sont pas intervenues. Et alors pour le génocide lui-même, qui a fait au moins 800 000 victimes, qui en a été le décideur, l'organisateur, le planificateur? Mais aujourd'hui, on n'a pas une vérité absolue, si ce n'est qu'en fait on peut dire qu'on a un ensemble de personnes liées au pouvoir d'avant 1994, ministres ou militaires ou autres, qui ont eu juste au moment du génocide, qui ont pris le pouvoir et qui ont eu une certaine autorité dans un gouvernement dit intérimaire, mais un gouvernement génocidaire, et qui ont organisé le génocide sans pour autant l'affirmer publiquement. Ne serait-ce que par exemple par la radio d'Émile Colline, qui, elle, a eu un rôle extraordinairement important, puisqu'en fait, elle venait dire là où il fallait aller travailler, si on reprend le terme en Kinyarwanda, donc travailler veut dire tuer, c'est le même mot, et donc la radio Émile Colline venait dire aux Rwandais à la radio, venait dire il faut aller travailler à tel endroit. Voilà, autrement dit, il fallait les tuer. Et alors les massacreurs étaient des hommes, des femmes, des militaires, des civils, que c'était organisé? Tout était organisé sous la forme de propagande, c'est-à-dire que ça pouvait être à la fois le paysan, comme le militaire, comme la femme, comme même des jeunes enfants. Et on a retrouvé même des jeunes de 12, 15 ans sur les barrières, prêts avec des machettes, mais pas seulement, à tuer. Et c'est pour ça aussi qu'il faut, j'emploie ce terme de machette, c'est pour ça aussi qu'il faut aller au-delà, c'est que c'est bien un génocide des machettes, comme on l'entend communément, mais c'est pas seulement, c'est-à-dire que derrière, on avait aussi des armes, on avait aussi des bombes, on avait, etc. Donc en fait, il y a un ensemble d'éléments qui ont fait que propagande d'un côté, et puis de l'autre côté, oui, les militaires qui, eux, intervenaient aussi. Et on a massacré hommes, femmes, enfants. Tout à fait, le voisin, la voisine. Même dans les familles, le père voulait massacrer son épouse parce qu'elle était Tutsi, ou pouvait massacrer ses enfants parce qu'elle était Tutsi. Bon, mais inversement, vous avez un certain nombre de Hutus qui ont soutenu, qui ont caché des Tutsis, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des justes. Oui. Mais en définitive, on était vraiment sur un génocide de campagne où on se pouvait se retrouver la veille du génocide à boire une bière ensemble et puis le lendemain se tuer. Et alors quel a été le rôle de la France dans tout ça, enfin plus précisément du pouvoir politique français et de l'armée française? Alors c'est une question difficile et en même temps j'ai envie de dire politique. Le rapport Duclercq essaye d'y répondre par un certain aveuglement. Le rapport Muse, le rapport, donc contre-rapport ou un rapport de lecture du rapport Duclercq, rapport Muse, commandé par le gouvernement rwandais, montre
véritablement qu'il y a eu une intervention de la France pendant et avant le génocide, voire même après le génocide, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan des faits, je veux dire des faits... Quand vous dites intervention, ça veut dire quoi? Alors voilà, des faits, je veux dire, en vérité, si j'ose dire. La première chose, c'est que le gouvernement intérimaire rwandais, donc le gouvernement génocidaire, a été créé à l'ambassade de France à Kigali. Bon, après, on en tire les conséquences, mais en tout cas, c'est bien sur une terre française si on se place sur le plan du droit. La deuxième chose, c'est que la France a toujours continué, pendant le génocide, à livrer des armes, soit sur le territoire rwandais, soit aussi auprès de réfugiés, notamment au Congo. Et puis la troisième chose, et c'est peut-être là aussi l'enjeu ou l'intérêt de cet ouvrage, c'est de dire aussi c'est que la France a accueilli un certain nombre de réfugiés au nom du droit humanitaire, mais réfugiés aussi des génocidaires, sur son territoire. Et ces réfugiés génocidaires, en tout cas présumés génocidaires, puisqu'ils ne sont pas obligatoirement tous encore en justice, eh bien, sont aujourd'hui encore sur le territoire français. Donc, ces trois éléments-là, ça c'est pendant. Avant, si on va aller jusqu'au bout de la démarche, la même chose, nous avons un certain nombre d'accords qui ont été mis en place entre la France et le Rwanda, des accords au départ d'éducation, de culture, mais très rapidement, en 1975, on a des accords militaires. Et ces accords militaires sont de plus en plus poussés, 1983, mais plus encore après 1992, où en 1992, on vient dire très clairement que les militaires français sont amenés à la fois à former les militaires, mais au surplus à participer avec les militaires rwandais, à participer à la paix et la sécurité sur le territoire rwandais. Et en uniforme rwandais. En uniforme rwandais, avec la simple différence, et qui était notée qu'ils étaient français, ils avaient l'écusson France d'un côté. Oui, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'ils ont participé au génocide? Alors ça, c'est toute la grande question. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité à le répondre sur le plan du droit. Sur le plan du fait politique, il s'avère que oui, individuellement, un certain nombre de militaires français étaient sur place, y compris et pendant aussi la période génocidaire. Aujourd'hui, c'est la version officielle de la France, c'est-à-dire que la France, en tant qu'État, n'est pas intervenue, mais de fait, il y a un certain nombre de Français qui étaient sur place pendant le génocide, y compris, au-delà de militaires, des mercenaires ou des personnes à titre individuel. Mais étaient sur place à l'endroit des massacres ou Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Et puis après, il faut rappeler aussi, c'est que la France était présente sous mandat de l'ONU, notamment pour essayer d'assurer une zone de paix. C'était la version officielle. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles aujourd'hui on ne peut pas répondre, si ce n'est que, je me réfère encore une fois au document plus officiel, le rapport du clerc, ou même le réquisitoire qui a été prononcé la semaine dernière ici à Paris, où si la France n'a pas eu une responsabilité active dans le génocide, elle a au moins eu une attitude de non-assistance à personne en danger. Donc c'est ce qu'on peut aussi lui reprocher aujourd'hui. Précisément, vous évoquez le parquet de Paris qui a requis, donc, je lis le communiqué, un non-lieu général dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française lors des massacres de Bizet-Zéro, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, à la fin de juin 1994. Donc la décision finale va revenir au juge, bien entendu, mais ce non-lieu général, est-ce que c'est encore une façon de balayer sous le tapis les choses gênantes? Qu'en pensez-vous? Mais le réquisitoire aujourd'hui est logique, j'ai envie de dire, par rapport au rapport du clerc et aux conclusions du rapport du clerc. Maintenant, on peut interroger, en tout cas moi je pense que ça interroge de manière plus générale sur ce qu'est le pouvoir militaire et l'autorité militaire, puisqu'en fait le réquisitoire vient dire, pour faire simple, les militaires sur place ont peut-être vu, n'ont pas participé activement, mais en tout cas ils n'ont pas agi contre le massacre. Alors, la question qui se pose ici, en tout cas sur laquelle je m'interroge, c'est à quoi sert le militaire dans ce cadre-là. C'était très clair, en définitive, à Bizet-Zéro, sur la colline, un certain nombre de Tutsis sont venus voir les militaires en parlant français,
donc en langue française, sont venus les voir en disant « Vous êtes français, vous allez nous protéger, regardez comment nous sommes amaigris, nous n'avançons plus, nous n'en pouvons plus, nous sommes en train de nous battre contre, pour notre survie, aidez-nous ». Et là, la France, les Français, sous autorité de l'ONU, sous mandat de l'ONU, en fait se sont retirés en disant « Mais écoutez, on va d'abord se renseigner auprès de nos autorités supérieures ». Alors, quel pourrait être l'intérêt du gouvernement français, du président français à cette époque, de soutenir ou de tolérer ce génocide? Et quel pouvait être l'intérêt de ces militaires de ne pas intervenir? Moi, en tout cas, ce que je crois, et à la lecture encore une fois du rapport Duclerc ou du rapport Muse, c'est je crois que le pouvoir politique de l'époque, le président Mitterrand, a eu une lecture d'un autre temps sur ce qu'est le Rwanda, sur ce qu'est la politique africaine et sur ce qu'est la géopolitique du moment. Officiellement ou a priori en l'état actuel des choses, ce qui nous est dit, c'est que la lecture qui nous est proposée, c'est une lecture de France-Afrique. Simplement de nous dire, c'est que le Rwanda était une terre francophone, amie de la France, et à partir de ce moment-là, il ne fallait surtout pas la laisser aux mains des ennemis anglo-saxons venant de l'Ouganda, le FPR de l'époque. Ça, c'est une première lecture. Une deuxième lecture qu'on pourra avoir, qui est peut-être aussi malheureuse, c'est qu'il faut reprendre le contexte de 1994, c'est qu'on est au lendemain aussi de l'ex-Yougoslavie, de la problématique avec la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, etc. Et le président Mitterrand, voire même un certain nombre de son conseiller, garde encore une fois cette lecture géopolitique, qui est certainement malheureuse, mais en tout cas qui est du Moyen-Âge, ou enfin au moins du 19e siècle, mais qui n'est pas celle du 20e siècle. Votre livre traite donc de la justice française et de ce génocide des Tutsis au Rwanda. Quel a été le traitement judiciaire de ce génocide, à la fois du côté français et aussi, il faut quand même parler du côté rwandais? Que s'est-il passé? Il faut savoir qu'encore une fois, il faut imaginer 1994 au Rwanda, c'est un pays, c'est l'apocalypse. C'est 800 000 sur combien de la population totale? C'était 10 millions de... 10 oui, millions. Enfin, 10% de... Voilà, ça fait 10 qui disparaît. Mais il faut savoir aussi, c'est qu'on n'était pas dans un schéma où on avait... les morts étaient dans la rue, traînaient... voilà, c'était vraiment... donc, il y avait tout un travail à faire, consistant d'abord à enterrer, à faire le deuil, avec aussi un certain nombre de personnes qui revenaient des territoires limitrophes, notamment du Burundi. Comment était arrêté le massacre? Essentiellement par le FPR. C'est-à-dire que là, le FPR est intervenu, militairement parlant, et il a libéré le Rwanda en juillet 1994. Et le FPR, c'est? Donc le Fonds patriotique, et donc qui était à l'époque sous autorité du général Kagame, aujourd'hui président. Oui. Donc c'est lui qui a arrêté. Voilà. Oui. Donc, en tout cas, la situation à l'époque, c'est une situation d'apocalypse. Ça, c'est une évidence. Donc, il faut tout reconstruire. Et en même temps, il faut reconstruire avec ce qu'on a sur place. Et ce qui reste sur place, avec les paysans, le personnel administratif, avec un ensemble d'autorités. Donc ça, on doit avancer dans ce sens-là. Et là, le gouvernement rwandais décide aussi, c'est de mettre en place en fait un ensemble de justice de proximité, non pas pour faire vite, mais pour être dans une justice. Ça, c'est d'un côté au niveau local. Donc pour juger le paysan du coin. Alors expliquez-moi comment fonctionne cette justice de proximité. Alors c'est une justice qu'on appelle les gachaka, c'est-à-dire ici c'est une justice qui consiste à être d'une certaine manière sous forme d'une justice populaire, un jury populaire. Et donc on a amené ici autour de personnalités dites des justes, qu'elles peuvent être aussi des rescapés ou en tout cas des sages. On leur demande ici en fait d'aller chercher et de discuter sur la culpabilité ou non de telle ou telle personne. Donc autrement dit, c'est une justice à charge, consistant à dire mais toi, on nous a dit que vous étiez sur les barrières, que vous avez tué, et puis la personne en fait là doit avoir une discussion.
On doit avoir une discussion Mais à charge et c'est décharge. public, c'est organisé, c'est pas le tribunal révolutionnaire à la française. Non, tout à fait. On est vraiment sur une justice qui est organisée, qui est mise en place au niveau local. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir juger un fait à charge et à décharge, quitte aussi à demander à que la personne demande pardon. C'est-à-dire que ça peut aller jusque tout de suite de demander pardon sur ce que j'ai fait, et dans ce cas-là, la peine est éventuellement atténuée, ou en tout cas réorganisée. Donc ça, c'est au niveau local. Et puis après, nous avons la mise en place au niveau de la justice internationale du TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui, là, est davantage chargé d'aller juger les personnalités qui ont véritablement mis en œuvre le génocide dans sa totalité en tant que solution finale. Au Rwanda et ailleurs dans le monde. Donc le TPIR, voilà, le TPIR donc, a eu son siège à Arusha et a eu ici à juger un certain nombre de ministres ou d'autorités militaires qui ont participé. Alors pour revenir à la justice populaire, combien de cas ont été traités et quelles étaient les condamnations encourues? Alors le nombre de cas, je ne sais plus vous dire, en tout cas c'est écrit dans l'ouvrage, mais la peine peut aller jusqu'à la perpétuité. Voilà, ça c'était clairement... Susceptible d'appel ensuite? Tout à fait, voilà, ah, oui. Oui. D'accord. Et ça a contribué à calmer les esprits ou à ramener la paix entre les différentes communautés, ou quel est le... Encore une fois, j'ai envie de dire oui. Pourquoi ? Parce que il faut savoir, encore une fois, que les Tutsis et les Hutus vivaient et vivent encore l'un à côté de l'autre. Et donc c'était le voisin, c'était la voisine. Et donc, ça a permis de dire, oui, ben, moi je t'ai vu, tu as fait ci, tu as fait ça, maintenant on peut peut-être passer à autre chose, dans l'objectif de reconstruire le pays. Oui. Donc c'est dans ce sens-là, oui, ça a ramené une certaine paix. Et le tribunal pénal international, que pensez-vous de son action ? Son action est intéressante en tant que telle, puisqu'en définitive, il a jugé un certain nombre de responsabilités, et notamment, on a retrouvé dernièrement, alors sous un autre mécanisme, mais le présumé financeur de la radio, du génocide de manière générale. Donc ça a fonctionné correctement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut reprocher ou qu'est-ce qu'on peut dire dans cette avancée au niveau de la justice pénale? C'est en particulier, c'est qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la démarche consistant à juger de la France, ou en tout cas d'un certain nombre de personnalités françaises qui auraient pu ou qui ont participé en fait au génocide, ou en tout cas qui étaient sur place pendant le génocide. Et en tout cas, la compétence du TPIR, la compétence était limitée sur le temps, sur l'espace et sur le nombre de pays. Autrement dit, peut-être ce qu'on peut reprocher, c'est que la France n'a pas pu être ici jugée devant cette justice, le FPR aussi, puisque d'autres viennent dire que le FPR aurait eu un certain nombre d'exactions par rapport donc, à des Hutus dans un certain nombre de pays au moment de la libération. Donc en tout cas, on est sur ce créneau-là. C'est peut-être ce qui est regrettable, c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout de la justice, ou en tout cas ce qu'on aurait pu espérer, parce que ce génocide, le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est le dernier du XXe siècle, et en même temps, c'est certainement celui qui a été le plus organisé. Tout à l'heure, je parlais de performance publique, d'entreprise. 100 jours, 800 000 morts, c'est extraordinairement important. Si on veut, encore une fois, rester dans le drame. Et c'est peut-être ça qui est dommage, c'est qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la démarche de justice qui, à mon sens, la justice, ici, a vocation à nous permettre de regarder devant, en termes de vérité, par rapport à ce qu'on a fait. Et là, vous voyez, en tant que Français, je ne dois pas avoir honte d'être Français, je suis heureux d'être Français. Mais de l'autre côté, je pense qu'on doit aussi, en tant que Français, regarder notre histoire, notamment ici au Rwanda, on doit la regarder en vérité et on doit se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour avancer, pas seulement en termes simplement de contrats ou d'autres, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Est-ce que de nouvelles poursuites ou la poursuite des gens engagés en France est possible ? En l'état actuel, oui. Dans les dernières semaines, on a eu encore une fois 2 génocidaires présumés qui ont été rattrapés par la justice. On peut imaginer que demain, on en ait d'autres. Maintenant, comme le souligne un des auteurs, Alain Gauthier pour ne pas le citer, le marathon judiciaire
est compliqué. Et en même temps, il est tellement compliqué qu'il est à la merci des bourreaux, et c'est certainement eux aujourd'hui qui sont peut-être plus avantagés que les victimes et les rescapés. Donc les responsables français, prétendument ou potentiellement concernés, ne seront pas poursuivis ? En tout cas, on peut espérer. Il y a un certain nombre d'organismes et d'associations qui tentent aujourd'hui d'aller jusqu'au bout de la démarche. On peut l'espérer parce que je crois que c'est quelque chose qui est important. Vous voyez, on revient en termes de responsabilité. Le rapport Duclerc, notamment, vient nous dire qu'on doit remettre en cause, on doit mettre en cause la responsabilité du président Mitterrand, puisque c'est lui qui est véritablement visé. C'est vrai, mais de l'autre, aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de personnalités vivantes qui sont ou ont été ses conseillers, qui ont été ou ont été ses ministres, et on pourrait peut-être imaginer ici que la France essaye ici, en tout cas sur le plan judiciaire, essaye aujourd'hui d'aller de l'avant pour essayer de connaître cette vérité à la fois historique, politique, mais au cas d'espèce judiciaire. Ça, c'est un premier temps. Puis dans un deuxième temps, je vous le disais tout à l'heure, la France a été quand même une terre d'accueil d'un certain nombre de Rwandais présumés génocidaires, mais pas seulement. Et ça serait quand même bien, à un moment donné, que ici la France joue son rôle de patrie des droits de l'homme pour essayer de faire un peu une rétrospection sur les personnes qu'elle accueille ici sur ce territoire. En effet. Professeur Jean-François Boudet, je vous remercie d'avoir bien voulu accepter de nous donner ces précisions sur cet ouvrage magnifique que vous avez dirigé avec de nombreux collaborateurs, qu'on ne peut pas citer tous malheureusement. Et donc merci beaucoup, merci chers téléspectateurs et à bientôt. Merci beaucoup.